following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Bonsoir, le retour des pionnières ce soir, les pionnières du Nouveau Monde, en compagnie de Sandra Luz Eden. Sandra, je sais que c'est ton profil, mais je l'adore. C'est ton autre site, je l'adore. Comment vas-tu ce soir? Ça va très bien. Speed, mais ça va. On est très speed ce soir. Là, on a l'impression qu'on fait une petite pause sur le marathon, on va se déconnecter, on va reprendre. Ouais. Mais bon, ça doit être comme ça. Eh bien, écoute, on va faire en sorte de passer un moment où on va pouvoir justement lâcher les bagages. Justement, ce soir, il est question de se poser, les questions de positionnement et des questions aussi d'intégrité avec ces jours qui nous poussent à nous dépasser davantage. Là, toute la période qui arrive jusqu'en janvier, on va être à fond, t'imagines, qu'on prenne nos petites barres énergétiques. Et puis, c'est aussi question dans la première partie de cette émission donc, de la divinité, une définition, puisque vous êtes aussi nombreux à me questionner sur ce qu'est la divinité. Donc, on va tâcher d'apporter une définition aussi dans cet instant. Hein. Et puis, tu nous parleras aussi particulièrement de ta vision. C'est quelque chose que j'aime partager avec toi, cette vision de l'être, cette approche que tu as très authentique de parler de l'essence et du soi, en fait. Merci. Ok, on est parti. Ça y est, je me suis posée. Voilà, on a posé les bagages. Alors donc, la première station d'arrêt ce soir est dédiée à l'intégrité. L'intégrité, je viens de recevoir le logo de ma fondation Énergétique Planète qui est justement dédiée à la transition planétaire et avec toute une approche éthique pour passer cette transition dans cette reconnaissance du soi. Et l'intégrité, pour moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur d'aborder ce soir, et notamment avec toi pour m'accompagner sur cette lancée. Bon, l'intégrité, on va essayer un petit peu de définir ce que c'est, voilà, donner une approche un peu... est-ce qu'on part sur du général? Tu veux donner ton idée de l'intégrité? Eh bien, justement, lorsque j'ai posé la question pour savoir de quelle façon est-ce que je partais, on m'a dit, pars sur des définitions. J'ai dit donc, ok, je m'en vais dans le dictionnaire et je vais voir quelles sont les différentes définitions. Et bien, on m'a dit, autour de ça, on va bien s'amuser. Parce qu'il y a tout et son contraire. Donc, c'est super intéressant parce qu'on voit une partie qui est, entre guillemets, les excès, d'accord ? Ce qu'on appelle le mal, entre guillemets, donc les zones d'ombre, et puis ce qui est considéré être le bien, donc la lumière. Alors moi, ça me fait gentiment rire tout ça. Donc j'ai dit, ça tombe très bien. Voilà. Ouais, ces derniers temps, il y a pas mal d'interactions entre ce que toi tu reçois de ton côté, ce que moi je reçois de mon côté. On ne s'était pas concerné sur l'intégrité et finalement ça te parle. C'est extraordinaire ça. Ça me parle clairement parce que c'est quelque chose qui pour moi est essentiel, qui est un des passages essentiels pour aller retrouver pleinement qui on est en fait. Intégrité, c'est entier, il y a le mot entier en fait qui est dedans. Hein. Et comment évoluer pleinement dans le monde si on n'est pas entier avec soi? Donc si on n'accepte pas pleinement qui on est et qu'on ne réalise pas sa toute-puissance en fait, pas sa force. Hein. Pas son pouvoir, hein, sa puissance. Et ça demande d'aller contacter l'intégrité. Et oui, pour moi, c'est une des valeurs essentielles. C'est quelque chose qui fait partie de mon être
de ma vie, des choix que j'ai faits dans ma vie. Et évidemment, donc, ça vibre pour moi. Les choix que tu as faits dans ta vie, c'est très intéressant puisque on va dire qu'une fois qu'on a son intégrité en place, les actions viennent spontanément à soi. On va dire que le choix se dessine en fait de lui-même, ou est-ce qu'on continue à faire des choix avec cette intégrité? Alors, quand on atteint l'intégrité, moi je dirais dans sa complétude, donc son entièreté en tant qu'être incarné, donc qu'on intègre pleinement ses choix d'incarnation, qui on est, pourquoi on a choisi de venir ici, quelle est notre mission en fait, qu'est-ce qu'on a à faire ici, parce que personne ne vient par hasard, qui que ce soit d'ailleurs, quelle que soit l'image qu'il vient apporter, le rôle qu'il vient tenir dans ce grand jeu. Quand on atteint pleinement sa complétude, on part dans l'accomplissement de soi-même. Donc, on part au service des autres. Donc, on intègre également qu'on est tous unis, qu'on est tous un, et qu'à la fois on est unique. Donc, on a tous sa part du jeu à jouer, en fait, finalement. Dès qu'on a complètement intégré, donc à la fois compris mentalement, mais aussi expérimenté, et qu'on a suffisamment ouvert son cœur au fur et à mesure des vies, on est apte ensuite à aller rencontrer l'autre comme si on se rencontrait à soi. Et donc à s'ouvrir pleinement à l'autre. Donc à la fois dans la compassion, donc comprendre ce par quoi il passe l'autre, mais à la fois également pouvoir, je dirais, intégrer l'autre, parce que moi c'est ce qui se passe à chaque fois que je canalise pour l'autre personne. Je vois dans l'autre ce que lui a oublié de lui-même, mais également ce que il sait de lui, mais qu'il n'ose pas révéler de lui-même. Voilà, clairement. Moi, pour ma part, maintenant que j'en suis au stade de l'accomplissement, on me dit, alors je tombe sur une image exemple, en recherchant des biens pour mon meilleur ami. Il me dit, tiens, il faut que tu me trouves une maison. Alors, je cherche. Et puis en cherchant, je tombe sur une image. Et puis à partir du moment où je suis tombée sur cette image, on ne m'a pas laissé dormir. Donc on m'a répété sans cesse, il faut absolument que tu ailles visiter ce lieu, il faut absolument que tu mettes en place quelque chose. Bon, ok. Au début, j'ai dit non, c'est juste pas possible. Moi, j'ai pas prévu tout ça. Donc là, je voulais passer dans le libre arbitre, dans la phase du ah là là, j'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gérer? Et on a continué à me répéter. On m'a pas laissé tranquille. Ça défilait jusqu'à ce que je dise ok, c'est bon, je vais visiter. Je me suis retrouvée dans le lieu et j'ai tout reçu. Toutes les informations sont arrivées. Alors évidemment, quand on est dans son intégrité, ça veut dire qu'on accepte pleinement qu'au-dessus de nous, il y a des vibrations qui sont plus grandes, qui ont plus de conscience que nous, qui ont plus la notion de l'amour que nous, qui ont intégré l'amour, donc universel, ok, donc et qui sont aptes à nous guider dans ce pourquoi on est fait, clairement. Mais ça demande de dédier sa vie, son être à l'autre, sans s'oublier, bien sûr. Voilà. Donc, être authentique, c'est une des clés aussi parce que ça veut dire reconnaître que on est né dans une famille, dans une culture, au milieu peut-être d'une religion, au milieu d'un ensemble de choses, d'une mixité, et que une fois qu'on arrive à débroussailler les peurs des autres, qu'on a voulu nous inculquer, ce qu'on est venu emporter comme dans notre sac à dos comme karma, et qu'on a libéré tout ça, donc on est allé voir la lumière qui se cache derrière tout ça, on est pleinement authentique, et à partir de là, on peut aller aider l'autre sans dire celui-là il me saoule, celui-là il est pas assez humble, celui-ci il est trop lourd, l'énergie est trop lourde. On accompagne l'autre sans le juger. Très bon exemple que tu as donné justement, et voilà, on rajoute un petit peu 2-3 autres notions à la notion d'intégrité. Nous avons le libre arbitre, nous avons, je ne me rappelle plus du tout ce que tu as dit sur le deuxième. L'authenticité.
c'est l'authenticité, le libre arbitre. Moi, je rajouterais à ces notions, justement, la divinité. La divinité. Absolument. La divinité, pour apporter ma définition hein, de la divinité, c'est l'alliance du soi, donc ce que tu as nommé, c'est-à-dire le soi, l'authenticité, l'intégrité, l'éthique, le libre arbitre forment le soi. S'ajoute à ça, en fait, la partie du plan divin. C'est peut-être aussi, du coup, tu as parlé de vibration, cette partie du plan divin, les deux fusionnent, le soi et le plan divin fusionnent et s'alignent sur notre, d'ailleurs, plan causal, j'entends de mon côté plan causal, et du coup, on obtient l'essence de la divinité. C'est une notion, la divinité, qui est un petit peu difficile à saisir. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà avoir aussi mis en place les stations d'avant pour pouvoir arriver à cette station sur le chemin. C'est vrai que ça forme une homogénéité, en fait. Carrément, il y a tout un cheminement. En fait, on n'arrive pas comme ça, première incarnation sur Terre, vive la vie, je sais tout. Non, parce qu'on vient apprendre des leçons. On vient se connecter au fur et à mesure de nos expérimentations, de nos incarnations à l'amour inconditionnel, donc au un. Donc, on vient expérimenter la division pour retourner à l'union. Mais ça demande des étapes. Il faut d'abord retrouver qui on est, mais dans le sens, je dirais, égoïste. Et au fur et à mesure de l'évolution, on s'ouvre de plus en plus à l'autre. Et on se rend compte que plus on s'ouvre à l'autre, plus on retrouve le soi. Et que donc tout est complètement lié. Et que plus on va emmener à l'autre, plus on va se ramener à soi. Mais ça demande tout un cheminement, évidemment. On peut donner des exemples de choses qui se manifestent, d'actions qui se manifestent lorsqu'on on met de côté, par exemple, son intégrité. Qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter comme exemple pour que ça soit aussi compréhensible pour... Alors justement, lorsque j'étais en train de regarder les définitions en lien avec l'intégrité, on m'a donné des synonymes et on m'a donné le contraire, entre guillemets. Hein. Et ça m'a emmené à autre chose. Donc d'abord, je vais te donner la définition et les synonymes. D'accord? Alors, la définition de l'intégrité, pour moi, ce qui a été la plus, je dirais, juste et adaptée, c'est l'état de ce qui est entier, donc de ce qui est intact. Ça vient du latin integritas, donc le fait d'être intact, totalité et probité. Donc l'état d'une chose qui est dans son entier et qui n'est pas entamée ou altérée. Dans les synonymes, il y a des choses super rigolotes. Il y a l'honnêteté. Alors là, je vais rentrer dans quelque chose qui peut-être ne va pas plaire, mais ça, c'est relatif. Qu'est-ce qui dit? oui. Qu'est-ce que c'est que l'honnêteté? C'est très juste. Après, c'est du cas par cas. Exactement. Parce que moi, je peux considérer que quelqu'un est honnête et celui d'à côté va le considérer malhonnête. Tout est question des filtres, de ses valeurs et de sa vision. Oui, c'est des critères très subjectifs. Absolument. On parle aussi en tant que synonyme de conscience. Là, je suis tout à fait d'accord. Parce que pour atteindre l'intégrité, il faut conscientiser un ensemble de choses. Mais pour les conscientiser, on doit les expérimenter. OK? Il y a une notion de moralité. Et là, je dirais que je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que là, c'est encore une fois relatif. Qu'est-ce que c'est que la morale? Oui, c'est idem, c'est relatif, oui. Il y a aussi... Pardonne-moi. Oui, on prend juste l'exemple, par exemple, de la nudité, de faire apparaître sa peau ou pas. Pour quelqu'un, ça sera une bonne morale de se couvrir les avant-bras. Pour une autre, le décolleté, ça sera aussi une bonne morale. Pour d'autres, ça sera les chevilles. Et puis,
puis ça change au fur et à mesure des siècles. Donc, on arrive toujours à quelque chose de très subjectif. Voilà, qui évolue évidemment. En fait, pour moi, c'est tout un jeu d'illusions en réalité, parce que on parle de morale dans certaines périodes, mais c'était encore dans ces périodes-là, la morale, elle était donnée par un certain type de personnes qui voulaient mener le peuple, je dirais, mais c'est pas forcément que le reste du peuple était d'accord. Donc la morale, c'est plus quelque chose qu'on a cherché à imposer en réalité, ou faire croire. Voilà, donc pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec l'intégrité. Du coup, oui, on peut différencier déjà l'éthique de l'intégrité. L'éthique, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. L'éthique, par rapport à un sujet, par rapport à un domaine, par rapport à une personne, c'est très subjectif aussi. L'intégrité, il y a quand même quelques... Alors, je te laisse continuer, oui, je sais que tu y arrives. Vas-y, t'inquiète pas, je vais rajouter derrière toi. L'intégrité, quand j'aime beaucoup ce commencement de définition, ce qui est intact. Il y a la notion, qu'est-ce qui fait que c'est intact alors? C'est intéressant de voir... Alors pour moi, dans ce qui est intact, il y a quelque chose de sincère avec soi-même. Pas forcément avec l'autre, d'abord avec soi-même. Et il y a une question de fiabilité aussi. Il y a une question d'équilibre dans la notion d'intégrité. Parce que pour être intègre, il faut être équilibré. Si tu t'en vas dans les extrêmes, tu passes de l'intégrité à l'intégrisme. Oui, avec un arrêt entre les deux, avec la case fanatisme, par exemple. Carrément. Parce que, justement, on m'a dit, si tu pars dans l'extrême et qu'il y a une tension, dès qu'il y a tension, il y a peur, il y a non-reconnaissance de soi, et là, on passe dans l'intégrisme. Et l'intégrisme, c'est quoi? C'est s'accrocher à quelque chose, c'est s'attacher à quelque chose qui est passé, d'accord? C'est donc vivre dans l'attachement. C'est donc ne pas se faire confiance. C'est être dans le non-amour de soi et des autres. D'accord? Donc, ça va à contresens de l'évolution, de l'expansion. Voilà. L'intégrité demande d'aller découvrir qui on est, d'aller enlever les couches par lesquelles on s'est recouvert parce qu'on avait peur, et d'aller retrouver l'amour de soi pleinement. Quand on retrouve l'amour de soi, on retrouve l'amour des autres. L'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible. Oui, exact. Et on peut aussi faire juste un petit parallèle à l'intégrité. Effectivement, quand par exemple, tu t'es fixé un peu une ligne de conduite, voilà, tu as défini ton éthique. Et brusquement, entre-temps, à un moment donné, tu fais machine arrière et il se passe un tas d'événements en fait où tu ne respectes pas ton intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ça veut dire que là, tu agis par loyauté et pas par intégrité en réalité. Parce que quand tu es dans l'intégrité, tu as des valeurs, tu respectes tes valeurs, mais ce sont des valeurs que tu as emportées avec toi, ce sont des valeurs qui sont de tout temps, ce sont des valeurs qui sont en accord avec les lois de l'univers, qui ne vont pas à contresens des lois de l'univers, d'accord? Et qui donc vont respecter l'autre dans sa limite et dans son évolution. Là, on est dans l'intégrité. Dans l'autre partie, on passe dans la loyauté. Je suis loyale envers toi, mais parce que je veux te donner, entre guillemets, une valeur, que je veux croire en toi, que je veux croire à un système par peur, je vais faire obstacle à mon intégrité, je vais oublier qui je suis. Et dans le sens aussi où comment dire, ça peut être aussi pris dans le sens où en ne respectant pas ton intégrité, tu te compromets. Il y a la notion aussi de compromission. Carrément, et de corruption. Parce qu'en fait, on se sert
du terme intégrité, on le trouve beaucoup dans certaines notions politiques, religieuses, etc., pour ne nommer que. Et tout ça, pourquoi faire? Pour essayer d'emmener les êtres dans de la corruption. Intéressant. Intéressant. On va s'arrêter sur le côté religieux puisque on arrive un petit peu religieux. Si on prend un raccourci religieux, fanatisme, secte, c'est vrai que ça peut être, comment dire, ça peut être un appât. On dit qu'on va respecter certaines valeurs qui vont renforcer l'intégrité. Mais si on regarde dans les faits présentement, qu'on prenne le temps de se pencher sur la question, on voit certaines manœuvres qui vont faire en sorte que petit à petit, on se décale de cet axe et qu'on arrive à la compromission. C'est quand même spectaculaire. C'est intéressant de se pencher aujourd'hui, puisqu'en plus, c'est un sujet en 2015 qui résonne fortement. J'étais encore en communication avec une personne qui me disait « Oui, mais voilà, j'étais dans une école, il y avait 80 personnes, il s'est passé ça. C'était une école dite spirituelle. Et finalement, elle s'est retrouvée embrigadée comme dans une secte. Mais il y avait on sentait qu'il y avait cette notion d'intégrité comme rappel à l'ordre. On utilise les mots de façon faussée, mais comme on ne peut pas évoluer si on ne prend pas la responsabilité de tout ce que l'on vit, l'exemple de cette personne, je l'ai eu de nombreuses fois moi aussi de mon côté, c'est l'état de la personne qui vit la situation en tant que victime. Mais si elle passe dans le stade de responsable, elle se rendra compte qu'elle a attiré à elle ces événements par peur. Ces personnes, ces situations par peur, parce qu'elle a donné une valeur à la peur. Et c'est là où ça commence à devenir complexe, parce que si soi-même, son intégrité n'est pas en place, ça veut dire qu'on n'a pas défini son éthique au préalable, on n'a pas défini ses valeurs, vers quoi on allait aller, vers quoi on n'allait pas aller. Finalement, si quelqu'un va le faire à notre place. Et c'est ça, en fait. C'est là où ça me résonne dans le sens attirance de peur, mais aussi attirance de peut-être un maître qui se présentera de maître à disciple, qui va enseigner quelque chose, mais pour dire, regarde tes valeurs. Qu'est-ce que tu as mis en place, en fait? Qu'est-ce qui te stimulait auparavant? Alors, un vrai maître, là j'en profite pour enchaîner sur la notion de la maîtrise. Le vrai maître laisse l'autre évoluer, l'accompagne. Le vrai maître, il envoie des messages et il laisse l'autre expérimenter pleinement. D'accord? Le vrai maître, il va lui dire, bon voilà, aujourd'hui il se passe ça dans ta vie, ben vas-y, vis-le, expérimente-le, tu es libre. Le vrai maître, il va pas dire, ah surtout fais pas ça, et va dans telle direction, écoute tout ce que je te dis parce que tout ce que je te dis c'est vrai. Il y a ta vérité, il y a la mienne. Ah, là, on arrive sur un terrain, Sandra, pareil, très subjectif. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Voilà. Qu'est-ce que la vérité? Je ne sais pas si tu as vu le petit billet que j'ai fait justement là, parce que j'étais vraiment dans cette période d'inquisition des mémoires où on définissait une intégrité. Celui qui collait pas à cette intégrité, c'était un méchant. Et finalement, on détruisait son intégrité. Alors, c'était vraiment parfait parce qu'il y avait tout le cheminement et qu'on le retrouve. Je trouve aujourd'hui, ça fait vraiment émergence, là, pour le coup. Et la vérité est subjective. Moi, vraiment, est-ce qu'il y a une vérité? C'est quand même incroyable. On serait 7 milliards d'individus et il y aurait une vérité. Bon. Alors, moi, ce que je peux caser, si on peut se permettre de caser, parce qu'on est quand même sur Terre, c'est qu'on doit quand même mettre des valeurs à des mots, un minimum. Ce qui se rapproche, je dirais, au mieux de la vérité dans la dimension dans laquelle on vit et on évolue, c'est que pour moi, la vérité, c'est expérience. La vérité, c'est intégration de l'expérience et c'est prise de conscience, la vérité. C'est... pour être dans le vrai, on doit être dans l'amour inconditionnel.
On doit être dans le non-jugement. On doit être dans la prise de conscience que chaque chose qu'on voit devant nous, c'est un moyen de grandir. C'est un moyen de retrouver qui on est dans nos multifacettes. C'est trop facile de juger quelqu'un et de lui dire, toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut se mettre à sa place, avoir eu son passif, sa vie, ses expériences, son karma. Et savoir qu'est-ce qu'il vient faire ici. C'est quoi sa mission, en fait? Il y en a qui ont pour mission de donner l'image négative pour faire prendre conscience à d'autres qui doivent évoluer dans un autre sens. Donc, qu'est-ce que c'est la vérité? Et déjà, est-ce qu'on peut la définir pour les autres? Parce que c'est là où nous nous positionnons encore sur ces mémoires d'inquisition, et je prendrai celle-ci parce que pour moi, c'est vraiment le summum. On a tout là, sous la main, c'est un terrain fertile, un terreau fertile. Et est-ce qu'on peut définir la vérité pour quelqu'un? Soit, par exemple, moi, Amira, de toi à Sandra, je vais te dire, voilà la vérité. Et je te questionne sur la vérité. Et je te questionne avec mes propres ressentis, sur ma vision de la vérité. Mais je veux savoir ta vérité, mais en fin de compte, qu'est-ce qui va l'emporter? C'est incroyable. Alors là, pour accéder, je dirais, à l'inconditionnel, pour se rapprocher le plus de la vérité universelle, entre guillemets, donc de l'amour inconditionnel, donc d'accepter l'expérience de l'autre, il y a un nettoyage à faire sur soi. C'est essentiel. Parce que j'enchaîne là-dessus je vais parler de mon expérience pour le coup. Moi, en tant que Chanel, d'accord, recevant les informations des personnes, quand j'intègre la personne en moi, que je capte des choses parce que je me connecte de cœur à cœur avec la personne. Je rentre dans le non-jugement. Je reçois des informations et je vais aller donner ces informations que je reçois tout simplement. Et je vais mettre le mental de côté. Il n'est plus là. D'accord? Donc, je vais renvoyer ces informations clairement. C'est une personne qui se regarde, en fait, dans le miroir et qui va devoir entendre ce qu'elle a décidé de venir entendre. Clairement. Alors là, oui. Et puis, pour le coup, on continue sur quelque chose aussi, un terrain sensible. C'est comment le miroir va se positionner pour refléter. Parce que si, par exemple, on considère que je reviens à 7 milliards de la population possède des failles, des blessures, des failles, des blessures. Et que le miroir en face, donc le Chanel, sens mental, le réceptionne, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir quoi? Il va voir ses blessures, il va voir ses failles. Sans être Chanel en plus, sans être thérapeute, sans être coach, sans être dans ce milieu-là, on constate tous les jours que les failles des uns et des autres nous sautent aux yeux. Elles explosent, littéralement. Effectivement. Mais si on n'a pas travaillé sur son ego, si on n'a pas libéré une grande partie de son ego et qu'on n'a pas apprivoisé son ego, en fait, qu'on ne l'a pas rendu. Pour moi, quand je parle de l'ego, je dirais, celui qui conduit, c'est mon maître. D'accord? Celui qui conduit, c'est le cœur, pour moi. Et le copilote, c'est le mental. C'est l'ego. En fait, l'ego, il va aller au service du cœur. Voilà. Donc, moi, je sais que pour ma part, quand je vais accompagner une personne, quand je vais aller lui révéler, entre guillemets, ses failles, donc ses potentiels d'évolution, je vais lui emmener ça comme des cadeaux. Et je vais lui dire, mais pourquoi tu es passé par là? Parce que tu es venu avec telle chose, telle chose, telle chose, et que ça te permet aujourd'hui dans ta vie, ça et ça. Regarde ton cheminement. Oui, tout à fait d'accord. Une faille est un potentiel qui est en devenir. Carrément. Pour moi, c'est un outil, en réalité. C'est ça, dans la libération du potentiel, une faille, c'est un truc génial. C'est tout et son contraire, en fait. C'est le tout et son contraire, donc. En fait, si tu regardes la planète, l'évolution, comment ça s'est passé? À un moment venu, il y a des failles qui se sont créées. Ça a créé des mouvements.
Ça fait disparaître des choses, apparaître d'autres choses. Et donc, ça a mené à l'évolution. Ça a démarré par des failles. Absolument, Et les absolument. plaques tectoniques, comment ça se Oui. passe? Oui, et puis Mais tout fonctionne comme ça. Tout. le visage de la Terre se modifie d'après ces failles. Ça crée en plus de ça, près des plaques tectoniques, qu'est-ce que tu as? Tu as une masse considérable d'énergie qui est là, qui est exploitable. Bien sûr, cette énergie peut s'avérer destructrice. Nous sommes d'accord. Alors, elle peut s'avérer destructrice dans le sens où on lui donne de la valeur. Ça, c'est parce qu'on rentre dans un égrégore. Ça, c'est parce qu'on ne se fait pas confiance. C'est parce qu'on ne s'écoute pas. C'est parce qu'on va plus écouter les conditionnements dans lesquels on a évolué. À un moment venu, il faut être réaliste, et il faut être humble, il faut se rendre compte que pour évoluer, on doit travailler sur soi. On commence par expérimenter, on est inconscient et on se rend compte que là, hop, là, il y a un bug dans mon expérience. Pourquoi il y a ce bug? Il faut se regarder en toute responsabilité. Qu'est-ce que j'ai attiré? Oui, et là, sur ce sujet-là, sur le côté humble, je l'attrape au bon. Ce côté humble, c'est parfois, quand on voit les failles des autres, est-ce qu'on a besoin de leur sortir tu vois, comme si on vomissait le truc, comme... Mais imaginez, vous avez un enfant, je ne sais pas, l'exemple qui vient, il a un bec de lièvre. Ah, tu as un bec de lièvre. Il va faire quoi, l'enfant? Si c'est une fois, 10 fois, etc. Alors après, pour lui, ça veut dire défaut. Faille. Rabaisser. Je me rabaisse. Les failles, est-ce qu'on a besoin de les sortir la véritable humilité, parce que ça aussi, aujourd'hui, c'est vraiment, on redéfinit tous les mots. Qu'est-ce que ces mots importants qu'on véhicule tous les jours? Mais l'humilité, c'est pas de se faire plus bas que l'autre. L'humilité, c'est... Alors justement, là, je me permets de te couper juste une minute. Se faire plus bas que l'autre, c'est l'humiliation. Eh oui. Et c'est une blessure qu'on expérimente. Eh oui. Ce n'est pas l'humilité. Ça n'a rien à voir. C'est l'opposé, je dirais même. C'est même l'opposé. Mais l'humilité, oui, en ce moment, je la vois beaucoup définie par ce fait de se positionner comme si ce serait une vertu, à un moment donné, de se positionner par rapport un peu plus bas. Alors, quand on dit un peu plus bas, ça veut dire laisser la personne vivre, et puis nous, on est un peu plus bas. Si on l'entend dans le sens de l'accueil, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça veut dire savoir soi-même mettre son potentiel en éveil, en écoute, le temps que l'autre vive en face de soi. Je suis d'accord. Si on dit que ça s'appelle l'humilité, je suis d'accord avec cette définition. En revanche, si quelqu'un manifeste son être avec tout ce qu'il est, avec ses failles, avec sa puissance ou mal tourné avec sa force, là, si on se dit, bon, tu n'es pas humble, là, ça me dérange. Parce qu'il y a plus d'écoute. Ben là, c'est une déviation du mot. Pour celui qui est humble s'aligne à l'autre. Celui qui est humble reconnaît que dans l'autre, il y a toujours des enseignements. Que c'est toujours des reflets de soi. On est tout. On est tout, on porte tout en soi. Donc les failles de l'autre, si on appelle ça des failles, entre guillemets, on les porte en soi aussi. Si on les reconnaît chez l'autre, c'est qu'il y a un écho en soi. On ne voit que ce que l'on connaît. Toujours. Un exemple. Demain, on te parle d'un véhicule, d'une marque de véhicule, jusqu'alors, je ne sais pas moi, une marque, un véhicule spécifique, tu as l'idée que tu as envie d'acheter un 4x4. Et on va te dire, tiens, Land Rover, il vient de sortir le dernier 4x4, il s'appelle Evoque. Ok, tu ne le connaissais pas avant. Tu pouvais le voir tous les jours passer devant toi, tu ne voyais pas ce 4x4. Du jour où tu prends conscience, qu'on te fait conscientiser qu'il existe un 4x4 qui s'appelle Land Rover Evoque, bah, tu vas voir tous les jours passer devant toi les Land Rover Evoque. Parce que tu vas poser ton intérêt sur ça.
Donc, tu vas créer dans la matière. Le 4x4 Land Rover évoque. Je parle de ça parce qu'en ce moment, c'est au sujet pour moi, autour de moi. On parle beaucoup du 4x4 Land Rover. Donc, ça tombe très bien, vois-tu. Avant, je ne savais même pas qu'il existait. Donc, tout ce qu'on voit, c'est parce qu'on le crée. C'est nous qui le mettons en place. Il faut se rendre compte qu'on est créateur pleinement de notre vie. Il faut arrêter de se victimiser. Oui. C'est un jeu, la victimisation. Et puis, il faut aussi observer, je reviens au filtre, qu'est-ce que c'est les filtres? C'est la perception que, par exemple, j'ai du monde, de moi et du monde. C'est la perception que j'ai, mais que j'ai accepté d'avoir, que j'ai accepté aussi de prendre de ma généalogie. Du lieu dans lequel je vis, du lieu dans lequel je suis née, de la religion que j'ai envie d'expérimenter, de tout ce que j'ai envie d'expérimenter en gros, dans mon incarnation. Ça, ce sont les filtres. Et au fur et à mesure des incarnations, et au fur et à mesure qu'on enlève, je dirais, des filtres, on arrive à intégrer de plus en plus intégrer l'intégrité. Ok. donc à devenir de plus en plus entier finalement. Donc on enlève les filtres et on arrive à contacter ce que moi je répète très souvent, c'est l'innocence et la pureté des choses, de l'être, de l'expérience. C'est joli ça. C'est joli, la pureté, oui. Eh bien oui, c'est vrai que ça peut être une définition de l'intégrité, la pureté, j'aime beaucoup. Et l'état d'intégrité, si on doit parler d'état, parce que c'est un état comme un autre. L'état d'intégrité, c'est quelque chose qui permet de s'adapter dans toutes les situations, donc d'être souple. Parfois, c'est d'être ferme également, si c'est nécessaire. Mais c'est toujours d'être ferme, si nécessaire, dans l'action, tout en restant souple à l'intérieur de soi, donc dans le non-jugement. C'est-à-dire poser une limite si nécessaire à l'autre par respect de ton intégrité. Exactement, par respect. On est d'accord qu'on revient encore à la notion de limite, même si c'est un jeu entre ses propres limites et l'illimitité en fin de compte. Exactement. L'illimité de l'autre, quand il arrive, il y a des limites qui se créent, soi-même sa propre illimité qui est projetée et du coup, ça crée des limites chez l'autre. C'est un jeu d'équilibre, C'est ça. Le but de toute façon de l'incarnation, de toutes les incarnations, c'est d'intégrer l'équilibre. Et c'est fortement en ce moment, justement, on parlait de ce de ce gros climat énergétique. Hein, on cherche l'équilibre là. On sent bien que déjà on cherche l'équilibre dans notre corps. On essaie de bien le ressentir avec toute sa puissance et on sent l'équilibre aussi. On essaie de faire l'équilibre, avec ces énergies qui arrivent avec notre corps aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué la petite subtilité. On était très dans l'esprit, dans les jeux du tout et son contraire. Et aujourd'hui, le corps, hein, là, ça résonne. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, si tu t'intègres pas tout et son contraire, si tu les réunis pas, en fait, tu n'acquiers pas la puissance qui est nécessaire en fait, pour être dans ton accomplissement. Il faut les intégrer, ces deux. Ces deux en un, finalement. Le yin et le yang. Le masculin, le féminin. C'est d'intégrer en soi tout ça. Et là, on accède à la puissance. Alors là aussi, quand je parle de puissance, pour moi, la puissance, c'est aller chercher dans la profondeur de soi-même, dans le puits, dans l'obscurité. Ça fait peur un puits. En général, les gens qui ne connaissent pas disent « Oh là là, c'est profond, je vois rien, au fond, c'est tout noir. »
Mais qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? On va chercher son essence. Et son essence, on vient l'expérimenter dans la naissance. Quand on naît, quand on s'incarne, on vient expérimenter son essence. Et on vient apporter de la lumière à ça. Donc, reconnaître son authenticité. On porte tout en soi, sauf qu'il y a une seule personne qui peut expérimenter et révéler par son essence de ce qu'elle est, dans le jeu de la vie, dans l'illusion dans laquelle nous sommes, qui vient révéler à l'autre une autre partie de lui-même, qui révèle encore à l'autre encore une autre partie de lui-même. Et ça, c'est un jeu sans fin. On vient quelque part prendre pour redonner chaque fois. Sauf que nous, dans l'incarnation, là, on vient donner pour reprendre. Et quand on meurt, on redonne. On nous donne la vie pour que nous, ensuite, on donne. Et quand on donne, on va récupérer. Le propre de l'énergie yin. Le féminin sacré. La source des femmes. La source. Exact. La source des femmes. Mais après, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire, ok, c'est bien, c'est gentil tout ça, c'est joli ces termes, on peut en parler des jours et des jours et des jours, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Comment on fait? Je te rejoins, Sandra. La spiritualité n'a jamais été aussi concrète. On veut du concret, on veut des exemples. Ça part déjà avant tout d'une décision. Un jour, on doit faire un choix. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à dire c'est ça ou ça. On ne peut pas tanguer sans arrêt entre une extrême et l'autre. À un moment venu, on doit dire qu'est-ce que je choisis de vivre, d'expérimenter et d'être. D'accord? Donc, il y a la décision qui est essentielle. Je décide de jouer quel rôle dans ce jeu. Donc, j'évolue de quel côté, dans quelle expérimentation, en pleine conscience. En pleine conscience. Dès qu'on pose le choix, on évolue en conscience. Donc, on est pleinement responsable de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on ne va pas faire aussi. Parce que pas faire, c'est faire, quelque part. De ce qu'on va sentir, pas sentir. Penser, pas penser. Intégrer ou pas intégrer. À un moment venu, il faut dire, voilà. Ok, j'ai expérimenté tout ça, j'ai compris. Maintenant, je décide, une fois pour toutes, que je me dédie à telle chose. Alors, il y en a qui diront, oui, c'est clair, c'est obscur, c'est bien, c'est pas bien. On s'en fout. Je me dédie pleinement à ça. Parce que c'est là-dedans, réellement, que je me sens exister. Et pleinement. Et le fait que je me sente exister là-dedans, ça va permettre à l'autre, par cette vibration, que l'autre se sente dans notre propre vibration aussi exister. Justement, pour revenir sur le terrain du concret, en 2015, en ce mois d'octobre qui va démarrer, ou allons chercher au mois de septembre pour les exemples qui se sont déjà déroulés, quels enjeux un petit peu ont été un peu collectifs, parce que on a vu quand même qu'il y avait des enjeux collectifs, il y a ses propres enjeux, et puis il y a ce qui se joue un peu sur la scène publique. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer un petit peu d'enjeux collectifs comme ça, qui revenaient fréquemment? Alors déjà, il faut savoir que moi, je ne regarde pas la télé.
J'aime pas trop ça en fait. Il y a beaucoup de mensonges, donc j'aime pas alimenter cet ensemble de fonctionnement. Mais je sais quand même ce qui se passe autour. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe dans la rue tout de suite. Hein. On voit comment vibrent les êtres, on voit comment ils évoluent, on voit ce dans quoi ils s'enferment, d'accord. Ce que je vois en tout cas aujourd'hui, c'est que les êtres prennent conscience d'un ensemble de choses. Les êtres sont en train de sortir de l'incrédulité et ils sont encore dans la peur, évidemment, parce qu'il y a tellement de choses nouvelles, tellement de choses qui leur frappent aux yeux que ça les frappe. C'est bien le cas de les dire, sur le coup, ça fait mal. On a peur de se dire « Waouh, mais ça, c'est la réalité d'aujourd'hui ». Mais si on regarde d'un peu plus loin et qu'on observe ces événements et qu'on réalise qu'encore c'est une potentialité, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, eh ben, est-ce que je reste dans cette décision de donner de la valeur à ce jeu d'illusion de pouvoir, ou est-ce que je décide de sortir pleinement de ça et de conscientiser un maximum les choses et d'agir avec mon essence? Parce qu'à terme, on est tous amenés à aller retrouver la lumière. Mais alors, quelle lumière? Est-ce qu'il y a une lumière? Est-ce que c'est ce qui me vient parce que c'est. Pour moi, la lumière, c'est clairement connecté au cœur. La lumière, c'est pas les émotions, parce que les émotions, c'est des distorsions. D'accord? C'est quelque chose qui vient donner des colorations à quelque chose qui est neutre à la base. Et le cœur est neutre. Le cœur, il juge pas. Le cœur, il voit expérience. Le cœur, il voit ouverture. Le cœur, c'est expansion, ça grossit, ça rétrécit. C'est le mouvement de la vie, ça. Il faut du noir pour voir le clair. Il faut du clair pour voir le noir. Les deux. C'est complémentaire. Et tout ça, ça sert à ouvrir le cœur. Clairement, tout ça, c'est des expérimentations qui emmènent à ouvrir de plus en plus le cœur. À sortir de l'égoïsme, de la peur de l'autre, à vouloir tout pour soi, par soi, et à s'ouvrir à l'autre comme un cadeau pour soi. Et là, après, on a de la gratitude pour toute chose qui se passe dans la vie. Et on se rend compte que chaque événement, si c'est là, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui avons voulu l'expérimenter, qui avons voulu adhérer à ce système pour sortir de ce système. Mais comment sortir de quelque chose autrement que par l'expérimentation? C'est pas possible. Sinon, ça reste bloqué là. Ça reste bloqué que là. Le cœur, il a un lien, le chakra du cœur d'ailleurs, c'est la liaison entre le haut et le bas, donc entre la terre et le ciel. C'est ce qui nous permet de faire le lien entre le féminin et le masculin également, entre l'enfant de soi, l'enfant qu'on a été quand on est né, qu'on est arrivé, qu'on était dans l'innocence, dans la pureté, et l'adulte de soi. Et comme il est dans le non-jugement, le cœur, il permet d'aller réconcilier ce qu'on croit être des opposés, ce qu'on appelle des opposés. C'est complément, en réalité. Sauf que ça fait des millénaires qu'on nous fait croire que tout est opposé, qu'à un moment venu, il faut faire le choix, parce que sinon on est bon ou on est mauvais. Alors on nous fait croire qu'il faut absolument être bon, qu'il faut être loyal envers un système, et que là on est bon. On peut être militaire et aller tuer des gens parce qu'on croit qu'on est loyal. Et on va tuer les autres, ses frères. D'accord? Mais si on ne l'expérimente pas, si on ne va pas sur le terrain un jour dans une vie, et qu'on ne connaît pas ce que c'est que de tuer l'autre,
et qu'on ne va pas ressentir dans nos tripes ce que ça peut faire, ou de voir quelqu'un à côté de soi, sa famille se faire tuer, si on n'expérimente pas ça, comment on sait qu'on fait du mal à l'autre? Il faut l'expérimenter. C'est ça l'équilibre. Ça passe par expérimenter. Donc, au grand jamais, on peut se permettre de juger qui que ce soit. L'humilité, là, je ne vais pas te dire que je suis obsédée par l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose d'abordable comme ces notions que nous avons vues. L'humilité, parfois, c'est de voir les failles de l'autre et de les accueillir. Absolument. Comment de les accueillir? Des fois, c'est se taire, d'être dans cette humilité. C'est pas se taire parce qu'on se tait, on veut pas contredire l'autre ou le blesser. Non, c'est comprendre aussi que l'autre, comme tu disais, fait son expérimentation à un moment et le laisser avec cette donnée-là, sa propre donnée. Alors, voilà, pour lui donner l'information, si on nous demande, on répond. C'est ça. Si l'autre vient, il a l'élan de venir, c'est qu'il sent qu'il a quelque chose à savoir. Et là, on donne l'information. Mais si l'autre, il vient pas à toi, là, tu es dans l'orgueil. Là, tu es dans la notion de pouvoir. Tu as envie de montrer ta suprématie au-dessus de l'autre. Parce que c'est beaucoup d'êtres sur Terre se servent des failles des autres. Ils leur disent, toi, tu es là, toi, tu es là. Ils mettent des gens dans des cases, ils les enferment dans des schémas pour les rabaisser, pour leur enlever leur puissance. Leur puissance, leur divinité, leur lumière. Leur divinité. Leur potentiel énergétique, puisque la divinité protège la toute dernière, l'ultime, j'ai envie de parler de fragmentation, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ça, l'ultime fragmentation de source, sa source énergétique, c'est ça qui est visé. Pourquoi faire tomber l'intégrité de l'autre par la force, par des remarques, parfois... tu vois, j'avais envie de te parler en anglais. Parfois, alors que c'est catastrophique, mais là, c'est ce qui venait. Parfois, de manière très frontale, très directe, très rentre-dedans, sans respecter, en fait, mais la personne, est-ce qu'elle a demandé quelque chose ? Est-ce qu'elle a juste demandé? C'est quand même incroyable. Moi, je crois que une certaine partie d'elle l'a quand même demandé. Sa vibration l'a quand même attirée. Maintenant, elle n'est pas forcément venue de la façon la plus, je dirais, la mieux placée, je dirais. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, c'est clair qu'une faille, elle est là, on la voit, on ne peut pas la nier. Je veux dire, si on est objectif sur soi-même, on sait. Mais justement, je crois que la personne en question connaît parfaitement ses défauts et ses qualités. C'est très rare. C'est très rare qu'une personne se dise « je ne connais pas ni mes défauts ni mes qualités ». La preuve, dès qu'on commence à lui demander de lister, ça vient facilement. Hein. Définir l'intégralité de son potentiel chez une personne, ça vient facilement. Alors, tu vois, moi, je me suis retrouvée dans souvent, en fait, dans des situations où j'accompagnais des personnes aussi qui se disent être dans la spiritualité, en plus, où, justement, quand je leur ai dit, mais quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que, quand tu étais enfant, tu aimais faire? C'était quoi tes jeux favoris? Autour de toi, de quoi tu évoluais? Eh bien, tu sais quoi? Ils savent pas. Et ça, c'est très souvent que ça arrive. Ils te disent, j'ai oublié. Ils ont oublié qui ils sont. Mais c'est pas qu'ils ont oublié qui ils sont, c'est que leur mental leur a fait croire qu'ils ont oublié. Et dès que tu les amènes à relâcher, à se reconnecter à eux-mêmes, à leur enfant intérieur d'ailleurs, à partir de là, il y a tout qui s'ouvre, ils se rappellent de tout. C'est juste qu'ils se sont à un moment venu couper
de qui ils sont. Mhm. Qu'ils ont préféré donner une valeur à l'extérieur de eux-mêmes. Mhm. 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 Donc, dans un ensemble de faux semblants, ils devaient l'expérimenter. Mais à un moment venu, on revient toujours à l'essence. Toujours. C'est ça le but. Ouais. Mhm. Ouais, mais c'est vraiment une danse hein, entre se revenir, comme tu dis, cette essence, la fournir à l'extérieur, voir les résultats. Mais vraiment, cette notion de faille, pour moi, elle est très importante à aborder aussi ce soir. Parce qu'elle amène tellement de difficultés, tu vois, dans la communication les uns les autres. Et là, je donne vraiment mon avis personnel et affirmé. Je trouve ça dommageable de prendre toujours de manière très frontale. Et en ce moment, on est vraiment à un niveau, je trouve, très, très, très... Alors oui, c'est pour du nettoyage, ok. Mais est-ce qu'on peut pas mettre un peu plus de douceur dedans? Tout à fait. Est-ce Mais il ne qu'on... faut pas oublier qu'on a évolué dans une énergie patriarcale pendant très longtemps et que c'est une énergie yang et donc c'est une énergie frontale. D'accord? Alors, ça me fait aussi gentiment rire hein, parce que j'entends souvent de dire que bon, l'énergie yang, c'est l'énergie action. Quand elle est pleinement accomplie, c'est l'énergie action. Mais on remarquera que souvent, les êtres, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils prennent de front quelque chose, qu'ils essaient de faire passer un acte dans la manipulation, en voulant manipuler l'autre, parce qu'ils ne se rendent pas compte de leur propre puissance, ils vont prendre de front l'autre, ils vont l'attaquer, c'est un moyen d'attaquer, hein, en fait, hein, clairement, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça n'a plus d'action, que ça ne fonctionne pas. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la fuite. Et ça, c'est souvent l'énergie masculine qui fait ça. C'est souvent ceux qui se disent plus je suis un homme, moi je suis un homme, qui vont essayer d'attaquer, de manipuler, de détourner, de séparer. Et quand ils vont voir que ça ne fonctionne pas, ils vont déguerpir à une vitesse hallucinante. Alors que si tu regardes différemment l'énergie yin, l'énergie yin, elle va accueillir l'information, elle va aller la transformer et elle va aller la créer, elle va donner vie à cette information, mais elle ne va pas prendre la fuite. Elle va l'accueillir, au contraire. La mère, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient accueillir la substance qu'apporte l'homme, l'essence qu'apporte l'homme, et après, elle va créer dans son fort intérieur avec toutes ses émotions, avec tout l'amour qu'elle va porter à cet être, et ensuite, elle va aller lui donner vie. C'est ça l'énergie yin. C'est à ça qu'on doit revenir aujourd'hui. Et pour sortir l'enfant, à quoi elle fait appel? Elle fait appel à l'énergie yang. C'est ça, le yin, l'énergie yin a été trop, je dirais, bafouée, ridiculisée, tu vois, le côté on se met à nu, le côté fragilité de l'être, mais pas en tant que justement faiblesse. Juste la fragilité, c'est quelque chose qui me ramène à la pureté, en fait. Pour moi, c'est joli, la fragilité. C'est très beau, la fragilité. Quelqu'un Oui. qui se met à nu et qui met ses blessures et ses failles, ce qu'on appelle blessures, et qui sont pour moi des rides des corps, tout simplement, c'est quelque chose qui est très beau. Et on doit cacher ses failles, on doit cacher ses blessures, on met des masques.
soi-même lorsqu'on va aller attaquer frontalement quelqu'un, mais on met son masque sur ses blessures. Et quelqu'un qui va être tranquillement en train d'avancer sur son petit chemin, et bien on va le prendre de front et on va lui dire regarde tes blessures, regarde. Mais il le sait, vous croyez qu'il ne le sait pas, très honnêtement. Il est au courant, hein. Mais c'est ça, c'est parce que ça nous saute aux yeux que c'est beau en fait. C'est ça qui est beau. Après, accueillons. Je crois que ce travail commence tout juste, qui va se perdurer, que pour comprendre son essence, si on ne touche pas à un moment donné sa fragilité, eh bien, on passe à côté de quelque chose en fait. Cette fragilité, elle permet de connecter aussi cette partie en nous qui est plus que de l'humain en fait, hein. Qu'on retrouve aussi chez son chat, je vais chointer, mais chez son chien, partout, on contacte en fait cette même fragilité quelque part. Vous voyez un chat, il peut être démuni, mais il est fragile, il s'offre à vous en fait, il est dans son existence, il s'offre. Et vraiment, j'avais envie de faire passer ce message-là, c'était... je sais pas, dans la beauté des êtres, il y a cette innocence, il y a cette innocence en fait de la fragilité. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux qu'on puisse avoir encore cette connexion et qu'on ne soit plus derrière un masque. Je préfère vraiment quelqu'un qui se met à nu devant moi avec ce qu'il est. Des fois, ça peut agacer, mais je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui s'offre en fait, avec ce qu'il est, qui ne se planque pas, qui s'offre, voilà. Il reconnaît, il exprime sa sensibilité. Alors, sensibilité, on nous fait croire que c'est quelque chose auquel on ne doit pas laisser parler la sensibilité. On nous a fait croire qu'il fallait être fort, droit, juste, honnête, franc, et surtout pas sensible, et surtout pas fragile. Alors qu'on est dans un système où on fait tout pour nous fragiliser, mais dans le mauvais sens du terme, et pour nous sensibiliser dans le mauvais sens du terme, donc pour nous emmener dans la sensiblerie. Ouais, la sensiblerie, la victime, la dureté, le bourreau. Exact. Eh oui. Et le sauveur, quand on est dans les fins de vie. Parce que quand on est dans les dernières incarnations, on passe dans la phase du sauveur aussi. Hein. On se croit plus que l'autre, et savoir mieux que l'autre, et on se croit pouvoir sauver l'autre, alors qu'on est là que pour l'accompagner, parce qu'on s'accompagne tous aussi. Ça, c'est encore un jeu d'ego. Un petit point de bascule sur notre page Facebook où je vois des petites réactions sympathiques. Sandra Louzeden est exceptionnelle. Merci pour son intervention, ma chère Sandra. Merci. Alors, une question. Je te la décris. Waouh. D'accord, je te la rends telle quelle. Comment, au-delà de ton expérience perso, peut-on passer de la nuit à la lumière? Et comment mettre les moyens de garder cette lumière et faire perdurer cet état d'esprit? Alors, comment, selon mon expérience perso, passer de la nuit à la lumière? Alors, si je vous disais que pour moi, il n'y a pas de nuit et il n'y a pas de lumière,
mais que tout est lumière. Donc, pour moi, il n'y a pas spécialement de passage à faire, en fait. Il y a plus une intégration. L'intégrité, hein, on en revient, hein, encore une fois. Il y a plus une intégration du tout à faire. Une réalisation de ce qu'on est. Une conscientisation de ce qu'on porte. Alors, si on parle, si on doit toujours mettre des mots et classifier, ce que moi j'appellerais l'ombre, c'est la part qui n'est pas visible, hein, donc la part inconsciente en nous. Et si je parle lumière, c'est la part qui est consciente, qui est conscientisée, celle qu'on utilise tous les jours en conscience. Voilà, c'est ça pour moi la notion de l'ombre et de la lumière. C'est le conscient et l'inconscient. Donc l'ombre, c'est l'inconscient et la lumière, c'est le conscient. Clairement. L'ombre et la lumière, ça n'est pas le mal et ça n'est pas le bien. Celui qui fait du mal, il n'est pas conscient. Il n'est pas pleinement conscient de ce que c'est l'amour. Il n'a pas intégré en lui l'amour. Il découvre au fur et à mesure des notions de l'amour. Il y a des gens sur Terre, un exemple, une personne qui va, attention, je vais toucher un sujet sensible, une personne qui va violer une autre personne, des enfants. Je vous le dis, je l'ai expérimenté, dans ma vie, c'est arrivé. D'accord ? Vous allez prendre 90% des cas, cette personne, elle a été violée. Elle-même a été violée. Alors, de deux solutions. Soit on reproduit, qui dit reproduit dit renforcer, soit on transcende. Moi, je me souviens que quand j'ai reconscientisé ce qui m'était arrivé dans mon enfance, un jour, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, papa, je me souviens, je viens d'avoir des ouvertures. Enfin, j'étais dans mes premières initiations de Reiki et j'ai dit à mon père, papa, tu vois, je me souviens qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est vrai, mon père? Je ne sais pas. Je savais qu'il savait, hein, évidemment. Et je lui ai dit, je sais. Et il m'a répondu, moi, un jour, si quelqu'un touche à ma fille, je le tue. Mon père, c'est son énergie. Et moi, ma pensée sur le moment, ce que j'ai ressenti sur le moment, c'est que j'ai été triste pour ce monsieur. J'ai eu de la peine pour lui. Et tout de suite, je l'avais pardonné. Parce que j'ai été capable d'aller regarder dans l'expérience de cette personne. J'ai des images qui sont revenues, j'ai un ensemble de choses, beaucoup de détails qui m'ont montré toute cette souffrance qu'avait cette personne, justement. Toutes ces failles qu'avait cette personne. Tout ce en quoi il n'a pas été entendu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accueilli ses propres souffrances à lui? Qui fait qu'il est allé renforcer sa propre blessure sur d'autres. Il y en a d'autres qui auraient dit « Oh, ma pauvre, par quoi t'es passée ?» Ben moi, je répondrais « Non. » Aujourd'hui, ça n'a aucun impact négatif sur moi. J'ai vécu ce que j'ai vécu, peu importe. Ce qui compte, c'est le cadeau que ça m'a apporté derrière. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis capable de dire « Monsieur, vous êtes pardonné, peut-être que dans une autre vie, je l'ai fait aussi. » J'ai peut-être vécu un retour de karma. Qui sait? Alors, ombre, lumière, c'est quoi ça? Mal, bien? Est-ce que l'ombre, c'est une autre question d'ailleurs que j'ai vue dans la liste. Est-ce que l'ombre peut faire le bien? Ça dépend comment on le voit. Moi, je dis que oui. Moi, je dis qu'il peut emmener à conscientiser des choses selon comment est-ce qu'on est. Pardon. Selon comment est-ce qu'on voit les choses, est-ce qu'on voit les choses avec nos émotions et notre mental et notre ego, ou est-ce qu'on voit les choses avec notre cœur?
Si on voit les choses avec notre cœur, l'ombre nous apportera une leçon. Donc ça va nous apporter quelque chose de bien. Moi, j'ai évolué dans une famille où il y avait des gens qui avaient énormément de charisme. Il y a un membre de ma famille qui avait une capacité à discuter avec les gens, on pouvait leur vendre tout. Il hypnotisait les gens, cette personne. D'accord? J'ai vu cette personne raconter des salades à des gens. À moi, ça m'a rendu service. Parce que je me suis rendu compte que cette personne, quand elle mentait à l'autre, elle se mentait à elle-même. Elle ne savait pas qui elle était. À moi, ça m'a toujours rendu des grands services. Ça dépend comment on le voit. Avec quoi on le voit. Avec quoi on a envie de recevoir l'information. En victime? En bourreau? En sauveur? C'est tout des victimes, hein, tout ça. Mais l'incarnation, c'est ça. On passe toujours par l'état de victime. D'ailleurs, le jour où on s'incarne, le bébé, il sort, il souffre et il se dit, voilà, déjà là, la donnée, elle arrive. Oh mon pauvre, qu'est-ce que ça a été dur de sortir. T'es une victime. T'arrives victime. Le but, c'est de sortir de la victime. Ça. Alors, effectivement, on est dans des conditions dans la 3D, dans la 4D, dans ce dans quoi on évolue actuellement, où on est pleinement dans ces jeux d'ombre et de lumière. On est pleinement là-dedans. Alors, à savoir, est-ce qu'on leur donne une valeur où on va renforcer leur pouvoir? Ou est-ce qu'on va se rendre compte que c'est un grand jeu et qu'on a la puissance de le changer, ce jeu? Qu'il suffit qu'il y ait un ensemble de personnes qui s'ouvrent dans leur cœur, qui arrivent à voir avec le cœur. Et là, on change les données, parce que la puissance du cœur, elle est démultipliée par rapport à l'énergie qui émane de la tête et des émotions. L'énergie du cœur est puissantissime. Une personne qui utilise l'énergie du cœur, ça vaut combien? 10 000, 100 000, 1 milliard de personnes. Il faut ouvrir le cœur. Il faut sortir des conditionnements, sortir des croyances, des schémas familiaux, la société, la religion, toutes ces peurs qui nous sont inculquées, qu'on accepte de venir expérimenter. On choisit l'endroit où on vient s'incarner. L'heure, toi tu le sais, d'ailleurs, Amira. Théo le sait aussi, il n'est pas là, mais il le sait puisqu'il travaille avec ça. C'est ses outils, d'ailleurs. On choisit tout ça, parce que ça, c'est notre carte, c'est la carte dans laquelle on choisit de venir s'incarner. D'accord ? Oui. Tu avais terminé, parce que là, il y avait une autre question qui était pile poil avec le mandat d'incarnation, Sandra. Ajouter quelque chose à cette... Alors, pour moi, le mandat d'incarnation, quelle que soit la conscience qu'on a, je dirais, quel que soit le nombre d'expérimentations qu'on a eues, hein, ce qu'on peut appeler dans la notion de niveau de conscience. Moi, le niveau de conscience, c'est en fonction du nombre d'expérimentations qu'on a eues et des leçons qu'on a apprises, qu'on a décidé d'apprendre ou pas, et d'intégrer, je dirais. D'accord ? Donc, le mandat d'incarnation, il arrive, on prend pleinement conscience qu'on a une mission, je dirais, à partir du moment où on arrive à un niveau d'ouverture du cœur qui est dans la réunion, en fait, qui n'est plus dans la séparation. Alors, le mandat d'incarnation, chacun a un mandat qui est spécifique à lui-même. Chacun vient expérimenter quelque chose de particulier ou un ensemble de choses il est là dans le but de venir les libérer. Donc, les expérimenter, les conscientiser et les libérer. C'est à ça que consiste l'incarnation en soi. Et plus on a conscience donc, de qui on est et de qui est l'autre, qui est un autre soi, et plus on va partir dans sa mission de vie, donc dans l'apport à l'autre. Mais qui dit apport à l'autre, dit apport à soi.
en toute honnêteté. Tant qu'on n'a pas conscience de ça et que le cœur il n'est pas suffisamment ouvert, on va être dans le besoin de pouvoir parce qu'on se croit petit. On se croit petit, alors on va vouloir écraser l'autre pour se sentir au-dessus. C'est en ça que consiste le pouvoir. Par contre, quand on se sait puissant, on sait que l'autre est autant puissant que lui, que nous. Sauf qu'il n'a pas encore réveillé tout. Le but, c'est quoi? C'est d'émaner sa puissance pour aller emmener l'autre à émaner encore sa puissance. C'est exponentiel. Mais la puissance, elle est dans l'éphémère, elle est dans l'instant T, elle est dans la fragilité, elle est dans la douceur, elle est dans la joie. Et tout ça, on nous a fait croire qu'il fallait surtout pas le contacter. Il faut contacter la colère, les angoisses, la tristesse et tout ce qui suit. Et comme ça, on donne de la valeur à ceux qui se croient petits. La puissance n'a pas besoin d'être démontrée. Voilà, elle est. Les gens puissants ne le montrent pas. Déjà, pour éviter de blesser l'autre. C'est une prévenance et là, on peut trouver de l'humilité dans la puissance. On n'a pas besoin de démonstration de force, d'attaque, de frontal. On rentre dans la danse. La puissance, c'est rentrer avec... On parle de puissance de l'être, de déflagration de l'être. Après, oui, on peut régler le thermostat de cette déflagration, mais c'est une étoile. La puissance, c'est une étoile qui se dilate. Quand le soleil se dilate, vous avez une puissance qu'on ressent sur la terre, on le sent dans l'air. Ça nous prend, on part avec le vent solaire, on est embarqué. La force, c'est autre chose. La force, c'est la peur. C'est la peur. C'est ça, il y a une émotion en tout cas, il y a une émotion dans la force qui vient en démonstration en fait. Qui vient et qui, en fait, celui qui use de la force, il ne veut pas montrer sa peur. Il refuse de montrer sa sensibilité. Ce que tu disais depuis tout à l'heure, il veut montrer sa force parce qu'il veut rester avec la carapace tortue ninja. Voilà, comme ça, on ne montre pas toute cette douceur que je porte, toute cette sensibilité que je porte en moi. La tortue, elle a la grosse carapace, mais dès que tu vas regarder à l'intérieur, elle est toute douce. Elle a peur de tout. À peine tu vas mettre le doigt devant, elle va rentrer. Pour pouvoir l'emmener à avoir confiance, il faut l'apprivoiser en douceur. Alors, pour rebondir dessus, j'ai une remarque qui est arrivée par rapport à la fragilité. Je m'y attendais un petit peu. Ça revient souvent. La fragilité, ne croit-on pas que lorsqu'on se montre fragile, on peut se faire attaquer? Et oui, c'est classique. Peur de se mettre à nu pour ne pas être attaqué. Ok. Fausse croyance. Comment on peut dealer avec ça, Sandra? C'est absolument une fausse croyance, en fait. Mais là-dessus, si tu veux, celui qui a peur de se mettre à nu, c'est parce qu'il est conditionné. Donc, il faut sortir des conditionnements. Comment on sort des conditionnements? On réapprivoise son mental. On le rend donc un allié et non plus un ennemi. Donc, il y a des exercices pour ça. D'accord? On le rééduque, en fait. Hein, c'est le coéquipier. Ça se rééduque. Il faut sortir de tout ça. Ça fait des millénaires qu'on nous a amené des données, des informations dans notre lignée, dans tout un ensemble de choses. Il y a des égrégores tout autour de nous qu'on doit
On doit déconditionner pour reconditionner. On doit se rendre compte qu'on doit désapprendre. Mais pour désapprendre, on doit retrouver son essence. On doit aller apprivoiser le mental, les émotions, expulser le trop-plein d'émotions, les transcender. On doit travailler donc sur tous les schémas dans lesquels on est allé, qu'on a expérimenté, auxquels on a accordé de la valeur. On doit prendre du temps pour soi. On doit se permettre du temps pour soi. On doit beaucoup s'amuser. C'est essentiel. Ça, c'est essentiel. On doit aller retrouver les valeurs qu'on a en soi depuis toujours. On doit accepter ses dons aussi et les mettre au service des autres. Parce qu'accepter ses dons et les mettre au service des autres, c'est être dans l'amour inconditionnel. On doit écouter son cœur. Sa guidance intérieure, on la reçoit par le cœur. On doit réaliser sa puissance en toute humilité. D'accord? Ça, ce sont des clés. Également, comment accéder? Se former. Il y a des gens qui ont besoin de se former pour accéder à une forme d'alchimie, prendre conscience de sa puissance. On doit s'informer également, CCN est là pour ça, évidemment. On doit aussi expérimenter, parce que sans expérimentation, on n'intègre pas. Et donc, on ne conscientise pas. D'accord? Donc, on ne sort pas la fameuse partie obscure qu'on ne comprend pas. On ne la sort pas si on ne l'expérimente pas. D'accord? Dans cette vie ou dans une autre. Ou dans la vie de quelqu'un d'autre qui fait que le fait qu'on ouvre de plus en plus son cœur, on se connecte à d'autres et l'expérience de l'autre, on la vit en soi. Donc, on l'expérimente, en fait. On doit aussi sortir de la culpabilité. Ça, c'est essentiel. On nous fait croire qu'on est coupable de tout. Oh là là, sur la petitesse, c'est là, sur l'estime de soi, la confiance en soi, là, on touche encore un gros morceau qui emmène cette utilisation de ce qu'on va appeler puissance, alors que c'est de la force, c'est pas de la puissance, en démonstration. La personne qui utilise la puissance, elle va vous prévenir. La personne qui est puissante, qui n'a pas besoin de vous le montrer, va vous le prévenir quand elle va envoyer sa déflagration. Elle vous laisse souvent, et je sais, regardez autour de vous, des moments où elle prévient. Elle prévient. Et à un moment, la puissance va sortir. C'est clair. Je le dis par expérimentation et je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Quand la déflagration va sortir, quelle que soit la façon dont elle va sortir, j'avertis toujours. Il y a et ça c'est vraiment, on est dans l'art, on est vraiment dans l'art noble des Japonais par exemple, ils vous avertissent, les maîtres japonais vous avertissent, ils vous posent. Est-ce que tu veux aller, sous-entendu, tu veux aller sur ce chemin? L'autre répond oui, il redemande de la puce. Est-ce que tu veux vraiment aller sur ce chemin? Et là, il lui montre. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas te prendre un ouragan. Oui, je veux voir l'ouragan. Alors, l'ouragan part. C'est quelque chose. Je sais que ça te parle. Et quand il part, il part. Il s'arrête. Eh ben, c'est ça la puissance. C'est une démonstration de puissance. Oui. Et le maître est dans l'œil du cyclone. Clairement. Et le maître montre constamment l'œil du cyclone qu'on peut penser pour quelque chose comme de la faiblesse ou de non-positionnement. Ça s'appelle l'œil du cyclone.
Et c'est fait avec humilité. Il vous montre l'œil du cyclone et vous le dit, tu peux voir la puissance si tu le souhaites, mais est-ce que tu le veux? Là, il respecte votre libre arbitre en plus. Carrément. D'où là la subtilité pour bien faire comprendre de la personne qui va parler donc des failles de l'autre et qui va lui dire les failles en fait vont te servir à évoluer. Celui qui va dire oui, tu as telle faille, j'appuie dessus, j'enfonce bien le bouton, que ça te fasse bien mal et puis je te laisse comme ça. Celui-là veut avoir le pouvoir sur l'autre. Il est dans la manipulation. Celui qui est dans la maîtrise, il va te dire, ah, tu sais que si tu prends ce chemin, il va se présenter ça devant toi. Prépare-toi. Si tu prends ce chemin, il peut aussi se présenter telle autre chose devant toi. Mais tu es libre d'expérimenter. Fais ce que tu veux. Je n'ai pas le droit de t'interdire quoi que ce soit. Je ne suis pas au-dessus de toi. Je te dis juste ce que je sais avoir expérimenté. Tu fais ce que tu veux. Et là, on est dans la puissance. On est dans la maîtrise. Mais celui qui est dans la maîtrise, il y a aussi une notion qui est très importante, c'est qu'il doit accepter de recevoir. Pour rentrer dans la maîtrise, on doit accepter de recevoir. C'est vrai que c'est une chose qui n'est pas aisée quand on commence à arriver à une connaissance de soi, de laisser la brèche, c'est vrai. On a plutôt tendance à continuer son œil du cyclone et ses tornades là, d'avancer, mais du coup la spirale elle est dans un sens, elle a du mal à absorber, donc c'est vrai qu'il faut, c'est un cyclone avec des bras qui rentrent et qui ramènent, quoique là je suis en train de dessiner une spirale, il y a quand même dans le sens, ça rentre quand même. Dans la spirale, ça rentre toujours. Quel que soit le sens de la spirale, on ramène toujours au cœur. C'est ça. Donc, je sais de quoi tu parles, je vois ce que tu es en train de dessiner, je comprends. C'est un peu la même énergie que le taurus. L'énergie du taurus, elle va chercher à l'extérieur et puis hop, elle va ramener à l'intérieur. Hop, ça fait ça. C'est tout un ensemble de données qui viennent ramener toujours au centre. Et ça m'emmène à parler d'une chose, c'est que je connais plein de gens qui disent dans le monde de la spiritualité, du développement personnel, pour être un maître, il faut arriver tout seul à faire tout le chemin, partir méditer dans une grotte pendant 15 ans. Puis ça y est, on va y arriver. Mais on n'en est plus là. Pourquoi on est tous sur Terre? C'est parce qu'on est là pour s'accompagner. S'accompagner, c'est se faire accompagner. C'est donc accepter de recevoir. Mais qui dit accepter de recevoir, dit accepter de donner. Parce que recevoir, ça ne va pas sans donner. Il y en a qui disent, oh, mais tu es dans la spiritualité, tu es dans le développement personnel, etc. Si tu es dans l'humilité, ça devrait être gratuit. Ah bon? Et au nom de quoi? On est quand même dans une énergie où il faut manger, il faut se nourrir, il y a un minimum de choses. Donc, ça veut dire, clairement, ça veut dire que l'autre a du mal à donner. S'il a du mal à donner, c'est qu'il a du mal à recevoir. Ça va ensemble. Il faut utiliser le bon mot. Hein. C'est pas la notion d'humilité. C'est pas ça l'humilité. Hein. Exactement. C'est du don et du recevoir. Où est l'humilité là? Faut le mettre après. C'est plutôt que tu n'as pas envie de donner toi. Voilà. Donc, encore une fois, tu vas dire que l'autre n'est pas humble parce que bon, c'est une tractation. Il faut arrêter là. Ayons l'humilité de le reconnaître. C'est clair. Si l'autre pose sa limite en te disant c'est temps, voilà, et que toi là derrière tu vas essayer de ruser, de feinter pour essayer de percer le truc, sois plus cash en disant écoute là je peux pas,
c'est tout à ton honneur, hein, que de dire ah bah oui, mais là tu comprends, tu veux rentrer dans la spiritualité. De se lancer dans un mécanisme qui est autant fatigant que pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Là, il faut aller au chemin le plus court. L'autre accepte pas. Voilà. Mais, Claire. De toute façon, l'argent, c'est abondance. L'argent, c'est une vibration. Ça dépend de ce qu'on en fait. Tout est question de l'intention. L'intention, ça aussi, c'est quelque chose de très important. L'intention, tu me fais penser au 1/10. Quand tu as une somme d'argent, donne 1/10, elle te revient au centuple. Alors, là aussi, il y a l'intention. Il y a une période de ma vie où j'ai fait une pseudo-formation de loi de l'attraction. Je dis bien une pseudo-formation. C'était plus un enseignement de vie et d'humilité pour moi qu'autre chose. Où justement, cette coach disait donne 1/10, tu gardes 1/10 de ce que tu gagnes et tu le redistribues. C'est bien gentil tout ça, mais cette personne, elle est en train de dire en gros, mettez de l'argent de côté, donnez-le à quelqu'un. Et puis, vous allez voir, ça va revenir. Ça, c'est pas vrai. Il manque des choses. Si tu donnes dans l'intention de recevoir, tu n'es pas dans le don du cœur. Ah oui, oui, oui. Et donc, tu ne recevras pas. Ou tu recevras, mais avec l'énergie de ce que tu as donné. Donc, tu peux recevoir des claques. D'accord? Moi, j'ai eu une phase de ma vie, dans le début de mon expérimentation. Je vais vous parler en toute honnêteté. J'étais dans l'énergie du sauveur. Je suis née avec des parents où j'ai rejoué beaucoup le rôle de la mère avec ma mère. Où j'ai voulu sauver ma famille. Ma maman était dépressive, je voulais sauver ma mère, coûte que coûte. Ma mère est décédée, j'ai voulu sauver mes frères. Mon père est passé dans une phase difficile, j'ai voulu sauver mon père. Et quand moi je me suis retrouvée dans une phase difficile, même très difficile parce que j'étais épuisée, que je suis passée dans la phase du burn-out, j'ai reçu une claque phénoménale, une leçon de vie comme jamais j'avais vécu, une aussi grande leçon de vie. J'étais dans l'énergie du sauveur, mais j'attendais quoi? J'attendais de la reconnaissance. Et d'une certaine façon, c'était un moyen de dire, mais moi je sais mieux que vous, et moi je sais mieux faire que vous. Laissez-moi faire, vous allez voir. Alors ils étaient toujours dans l'attente. Et le jour où j'ai dit stop, ils n'ont pas compris. Évidemment. Et là, j'étais dans le plus haut niveau de l'ego. J'étais dans l'ego spirituel. Le plus haut niveau de l'ego. Moi, je peux sauver la planète. Je veux sauver les enfants qui souffrent. Alors, je vais donner, et plus je vais donner, et plus je vais recevoir. Plus on va me mettre une position élevée. Plus on va me donner de la valeur. Mais en fait, c'était quoi? C'était une quête de pouvoir. Il était temps de faire un balayage, d'éliminer ça, et d'aller contacter l'humanité. Merci en tout cas pour ces partages sur ces valeurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, je pense. Hein. Et en tout cas, ce mois d'octobre, souvent je ne le mets pas dans les émissions de repères de temps, puisque quand quelqu'un regarde une vidéo, c'est fini. Là, j'ai envie que ça reste gravé. Ce mois d'octobre, c'est une occasion. On a beaucoup d'occasions. Hein. Sandra, durant ce mois d'octobre, il y a des dates incroyables qui se préparent. Oui, il y a ton stage incroyable aussi qui arrive. Je pense que voilà, il est bien positionné. Oui, il y a des occasions uniques en fait. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est ça. On arrive en plus en fin d'année.
des liquidités, de blessures incroyables là, qui se font. Hein. En une journée, vous avez l'impression d'avoir passé un cycle entier dans le cycle de la machine à laver. Et en tout cas, profitez bien de tout, de tous ces beaux moments pour aller encore plus dans le partage avec nous. Et voilà, partage. De toute façon, le partage, donc l'intention du partage avec le cœur, on récolte toujours derrière. Je sais qu'à chaque fois que j'ai accompagné une personne, j'ai pris des leçons de vie phénoménales. À chaque fois, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas eu des mots, je me suis sentie une énergie montée, une communion avec la personne, avec ses défunts, avec son histoire, où j'ai pas retrouvé une parcelle de moi-même à chaque fois et où j'ai pas eu un cadeau magnifique. À chaque fois. Parce que j'ai à la fois partagé ce que moi j'ai été. Je me sers beaucoup de mon expérience de vie et de ceux qui sont autour de moi pour que l'autre se retrouve aussi, sans qu'il se sente agressé. Hein. Donc, pour qu'on transpose les choses en fait de façon plus simple, j'utilise des choses de ma vie. Et bizarrement, chaque fois que j'ai des séances qui démarrent, juste avant, je vais avoir expérimenté quelque chose qui va être en lien avec la séance qui arrive. C'est tout le temps comme ça, préparation. C'est génial, c'est génial. En fait, la vie, c'est amour, partage. Si on s'ouvre à ça, on a tout compris. Jackpot. On est gagnant. Et en plus d'être gagnant, on est gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant. Voilà, moi j'ai dédié ma vie à ça. J'ai choisi le chemin de dédier ma vie à ça. En même temps, c'était déjà prévu, je dirais. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça s'est préparé pour ça. J'ai eu des phases, des étapes très difficiles à passer. Je les ai passées avec brio. J'avais le choix d'aller dans une forme de facilité. Eh bien non, j'ai pas choisi cette partie-là. J'ai choisi de rester intègre. Et ça n'a pas toujours plu, mais je suis restée intègre. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris un cheminement, j'ai toujours regardé moi, l'autre et tout ce qu'il y a autour. À quoi ça porte préjudice? Est-ce que c'est pour le pouvoir de l'un au préjudice des autres? Ou est-ce que c'est pour le bénéfice de chacun? Et j'ai toujours gardé mon intégrité et mon ouverture. Voilà. Alors, est-ce que je suis un exemple? Est-ce que je ne suis pas un exemple? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'émane ça et qu'au grand jamais, je dévierai de ce chemin. Merci Sandra pour cette expression de toi. Je la reçois pleinement et je la laisse intacte. Et je remercie tout le public là, qui nous regarde. Je leur envoie tous mes voeux d'évolution dans tous les domaines. Je vous invite à vous rendre aussi sur le site de Sandra pour suivre son actualité. N'hésitez pas aussi à visiter la page de French CCM pour voir les derniers articles et aussi visiter aussi la page de Sandra de notre site. Et puis, je te remercie Sandra pour être venue encore. Ça devient un plaisir continu et répétitif. Je valide encore ce partage. Merci à toi aussi. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui voient maintenant et puis qui participent maintenant ou qui participeront plus tard en différé.
je remercie la vie pour être là aujourd'hui et pour me permettre de communiquer tout ça. Et voilà, je vous invite à venir vivre peut-être ces expériences avec moi. J'ai un stage en cours qui arrive bientôt, qui, si tout va bien, sera prévu pour fin octobre, dans les bonnes dates, n'est-ce pas, Amira? Donc, le but, c'est d'aller vraiment expérimenter et d'aller intégrer qui on est, son authenticité, clairement. Voilà. Alors, ceux qui ont envie de venir s'amuser avec moi, eh bien, c'est parti. Je vous invite à venir. Voilà. C'est de toute façon le début d'une expérience qui ne fait que je sais recommencer sans cesse. Et une belle aventure qui démarre. Aujourd'hui, c'est un jour clé pour moi parce qu'il s'est passé aussi quelque chose. J'ai signé, j'ai acté quelque chose de très précis. J'espère en reparler prochainement et venir continuer à participer à cette émission des pionniers du Nouveau Monde, parce qu'il y a toujours des choses très intéressantes à dire. Voilà, de tout cœur. Merci pour cette retrouvaille, Amira. Tu sais que rien n'est jamais dû au hasard. Et merci à vous tous d'être là parce que vous aussi, c'est des retrouvailles. Voilà. C'est sur les mots de Sandra que je rends l'antenne pour cette émission des pionniers. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je remercie moi de mon côté l'équipe anglophone pour son travail extraordinaire, toute l'équipe de Biggie Ma Vie et puis Cyrielle aussi que je le remercie tout le temps. Je remercie Cyrielle. Ouais, merci. Pour son travail et voilà. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis au revoir. Au revoir. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN high-definition downloads. You can now purchase a high-definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows, which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.